L'Afrique, berceau de l'humanité, mère de tant de civilisations, un continent que l'on dit riche de ses ressources, de sa jeunesse, de son avenir. Mais aussi un continent que l'on dit malade, malade de ses guerres, de ses coups d'État, de sa pauvreté. Et pendant des décennies, on nous a donné un seul coupable, l'Occident. Le colonialisme, la France-Afrique, le néocolonialisme américain ou chinois, ou français. On a raison, ces crimes existent et doivent être dénoncés. Mais si on levait un autre voile, si on osait regarder en face une autre forme de domination tout aussi ancienne, tout aussi violente et pourtant quasiment tabou, l'impérialisme arabo-musulman. L'impérialisme arabo-musulman en Afrique, c'est 13 siècles d'expansion, des millions d'esclaves, des guerres de conquête, des massacres racistes et aujourd'hui encore des rivalités sanglantes menées par les monarchies du Golfe et la Turquie, du Soudan à la Libye en passant par le Sahel à la Somalie. Mais pourquoi ce silence? Pourquoi dénonçons-nous l'un et fermons-nous les yeux sur l'autre? Bienvenue dans une enquête qui va vous déranger, parce que la vérité parfois est inconfortable. Et parce que l'Afrique ne pourra se libérer que lorsqu'elle aura dénoncé tous ses bourreaux, d'où qu'ils viennent. Aujourd'hui, nous allons écraser l'un contre l'autre l'impérialisme occidental et l'impérialisme arabo-musulman, et montrer qu'ils utilisent les mêmes méthodes, les mêmes violences, et parfois même les mêmes alliances. Bienvenue dans deux impérialismes, un même continent. Pour comprendre l'impérialisme arabo-musulman, il faut remonter loin, très loin. Bien avant la conférence de Berlin de 1884, bien avant les comptoirs portugais ou français. Dès le 7e siècle, l'expansion arabe frappe à la porte de l'Afrique. En 647 après Jésus-Christ, les armées du califat omeyyade remportent la bataille de Soufetoula dans l'actuelle Tunisie. C'est le début d'une conquête militaire, politique et religieuse qui va durer plus d'un demi-siècle. Les Berbères, les populations autochtones du Maghreb sont soumis. Leurs royaumes disparaissent, leurs langues, leurs cultes, leurs structures sociales sont progressivement effacées. Cette conquête n'est pas une simple migration, c'est une colonisation au sens plein du terme. Les élites arabes imposent leur langue, leur religion, leur système judiciaire. Les populations locales, si elles veulent conserver un statut social, doivent se convertir, apprendre l'arabe, adopter les codes des vainqueurs. L'historien Gabriel Camps, spécialiste du Maghreb antique, décrit cette transformation comme une arabisation forcée. Ce que nous appelons aujourd'hui le monde arabe n'existait pas avant la conquête. C'est l'épée et le sang qui l'ont façonné. Cette domination ancienne a laissé des traces profondes. Des siècles plus tard, lors des indépendances, les élites maghrébines ont construit des récits nationaux centrés sur l'identité arabo-musulmane, passant sous silence la diversité berbère, la résistance des populations noires et surtout le rôle central de l'esclavage dans la formation de la société. Car c'est là que le bas blesse. Pendant que l'Europe commence tout juste sa traite atlantique au XVe siècle, le monde arabo-musulman pratique déjà l'esclavage des Noirs d'Afrique depuis plus de 8 siècles. On connaît la traite atlantique. 12 à 15 millions d'Africains déportés vers les Amériques entre le XVIe et le XIXe siècle. C'est un crime historique largement documenté, commémoré et enseigné. Mais combien d'entre nous connaissions vraiment la traite orientale? Entre
entre 10 et 18 millions d'Africains ont été déportés vers le monde arabo-musulman entre le 7e et le 20e siècle. Une traite qui a duré plus de 13 siècles. 13 siècles de razzia, de caravanes humaines traversant le Sahara, de marchés aux esclaves à Zanzibar, au Caire, à Marrakech, à Mascate. L'anthropologue sénégalais Tidiane Ndiaye, dans son livre Le génocide voilé, enquête historique sur la traite des Noirs d'Afrique par le monde arabo-musulman, que j'ai tout juste là derrière moi, pose une question radicale. Pourquoi ce crime est-il si peu connu, si peu enseigné et si peu dénoncé? Sa réponse est dérangeante. Parce que la religion protège. Parce que dénoncer l'esclavage en terre d'islam, c'est toucher à un tabou sacré. Parce que les élites africaines islamisées et arabisées refusent de critiquer leurs anciens oppresseurs. Par loyauté religieuse. Il appelle cela un syndrome de Stockholm à l'africaine. Le syndrome de Stockholm à l'africaine, c'est quand les victimes s'identifient à leur bourreau, adoptent leur langue, leur religion, leur vision du monde et finissent par nier leur propre histoire. Combien d'intellectuels musulmans osent aborder ce sujet? Combien de gouvernements africains ferment-ils les yeux par crainte de froisser leurs bailleurs de fonds du Golfe? Et ce n'est pas de l'histoire ancienne. L'esclavage persiste encore aujourd'hui dans certaines sociétés arabes. Prenons la Mauritanie. Dernier pays au monde à avoir officiellement aboli l'esclavage en 1981. Abolition formelle, car la réalité est tout autre. Les Zaratines, descendants d'esclaves noirs, représentant plus de la moitié de la population, vivent encore dans un système de caste héréditaire, subissant discrimination économique, racisme d'État et violence. Des militants comme Biram Da Abeid, plusieurs fois emprisonnés, luttent au péril de leur vie pour dénoncer cette persistance de l'esclavage. En 2025 encore, des rapports dénoncent une vague de répression contre les défenseurs des droits des Zaratines. Cet héritage de domination, d'exploitation et de racisme ne s'est pas arrêté avec l'abolition officielle. Il a simplement changé de forme. Aujourd'hui, les monarchies du Golfe et la Turquie utilisent les mêmes méthodes, mais des méthodes dites modernes, mais étrangement familières pour poursuivre leur emprise sur le continent. Nous allons maintenant dérouler 15 mécanismes de domination, 15 points où les deux impérialismes se ressemblent comme des frères ennemis. Point numéro 1. Les guerres par procuration. L'Occident l'a fait pendant la guerre froide, armant les rebelles en Angola ou au Mozambique. Les monarchies du Golfe font exactement la même chose aujourd'hui. Au Soudan, depuis avril 2023, une guerre civile dévastatrice oppose l'armée régulière FAS aux forces de soutien rapide FSR. Derrière ce conflit, une rivalité entre puissances arabes. Les Émirats arabes unis soutiennent les FSR, l'Arabie saoudite, elle, soutient l'armée soudanaise. Résultat, des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et un pays ravagé. Les Émirats ne se contentent pas de fournir des armes. Ils ont créé un réseau logistique complexe via le Tchad, la Libye et le Kenya pour approvisionner leurs protégés. Deuxième mécanisme, la rivalité d'influence. L'Occident s'est déchiré lors de la conférence de Berlin pour se partager l'Afrique. Aujourd'hui, la Corne de l'Afrique est devenue le terrain de jeu des monarchies du Golfe. Les Émirats arabes unis
ont construit une véritable ceinture de bases militaires et de renseignement le long des côtes somaliennes, contrôlant l'un des passages maritimes les plus stratégiques du monde, le golfe d'Aden. Ils soutiennent également la région séparatiste du Somaliland, affaiblissant ainsi la souveraineté somalienne et contrant l'influence turque. Troisième mécanisme, l'exploitation des richesses. Ça parle à beaucoup d'Africains. L'Occident a pillé pendant des siècles l'Afrique. Les monarchies du Golfe font de même, mais avec des méthodes dites encore modernes. Au Soudan, les FSR contrôlent la quasi-totalité des mines d'or. Cet or est ensuite exporté vers Dubaï, où il est raffiné et réexporté. Les Émirats ne soutiennent pas Emeti par philanthropie. Ils soutiennent celui qui leur garantit un accès privilégié à l'or soudanais. Autre exemple, l'accaparement des terres agricoles. Les pays du Golfe, pour assurer la sécurité alimentaire, achètent des millions d'hectares en Afrique, Soudan, Éthiopie, Tanzanie, privant les populations locales de leurs terres nourricières, comme ce fut le cas en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Quatrième mécanisme, le plus grave peut-être, le soutien à des forces accusées de génocide. L'Occident a soutenu l'apartheid en Afrique du Sud. Les Émirats arabes unis, aujourd'hui, sont accusés de complicité de génocide au Darfour. En février 2026, une mission d'enquête de l'ONU a établi que l'intention génocidaire était la seule conclusion raisonnable face aux exactions des FSR contre la population massalite au Darfour, une population noire. Le gouvernement soudanais a saisi la Cour internationale de justice pour accuser les Émirats arabes unis de complicité de génocide. Les Émirats arabes unis ne fournissent pas seulement des armes, ils fournissent une couverture diplomatique, une logistique, un refuge aux soldats blessés des FSR. Et pendant ce temps, des villages entiers sont rasés. Cinquième point, nous l'avons déjà abordé, mais il mérite d'être martelé, l'esclavage. Si l'Occident a pratiqué la traite atlantique, le monde arabo-musulman a pratiqué la traite orientale sur plus de 13 siècles. Mais la différence, c'est que l'Occident, certains pays en Occident ont reconnu leurs crimes. Et même si leur réparation reste insuffisante. Mais quant au monde arabe, lui, a construit une culture du silence autour de cette page sombre de leur histoire. On met tout sur le tapis, on ne veut rien voir. Aujourd'hui encore, en Mauritanie, en Arabie Saoudite, au Yémen, des pratiques esclavagistes persistent, souvent justifiées par des interprétations religieuses ou des hiérarchies raciales héritées de ce passé. Sixième mécanisme, l'instrumentalisation de la religion. L'Occident s'est servi de la mission civilisatrice ou du christianisme pour justifier sa colonisation. Le monde arabo-musulman utilise l'islam de la même manière. Les monarchies du Golfe financent massivement des écoles coraniques, des mosquées, des œuvres caritatives religieuses. Officiellement, c'est de l'aide humanitaire. Officieusement, c'est un outil d'influence culturelle et politique. Au Soudan, au Tchad, au Niger, ces réseaux religieux sont parfois utilisés pour légitimer des groupes armés présentés comme des défenseurs de l'islam. La frontière entre le religieux et la politique devient ainsi alors poreuse. Septième point, et l'un des plus tabous, le racisme anti-noir.
L'Occident a inventé des théories raciales pseudo-scientifiques pour justifier l'esclavage et la colonisation. Le monde arabo-musulman a développé des hiérarchies raciales tout aussi violentes. Aujourd'hui encore, les migrants subsahariens en Libye, en Tunisie, en Algérie, au Maroc sont victimes de violences racistes, de détentions arbitraires, d'expulsions massives. Le terme abd ou abed, esclave, est encore utilisé comme insulte raciale contre les Noirs dans certains pays arabes. Nos frères qui vivent là-bas peuvent le témoigner. Des voix s'élèvent, comme celle de l'écrivain soudanais Amir Taj El-Sir. Mais elles restent minoritaires. Parler du racisme anti-noir dans le monde arabe, c'est toucher à un tabou. Aujourd'hui, qui est-ce qui défend les Noirs dans les pays arabes? Personne. 8e mécanisme, les guerres de conquête. L'Occident a colonisé l'Afrique à partir du 19e siècle. Le monde arabo-musulman l'a fait dès le 7e siècle. La conquête du Maghreb entre 647 et 709 après Jésus-Christ a été une guerre colonisatrice à part entière. Dépossession des terres, imposition d'un système fiscal discriminatoire, arabisation forcée. Des historiens comme Tidiane Ndiaye comparent cette expansion aux conquêtes européennes avec la même violence, la même volonté d'effacer des cultures locales. 9e mécanisme, le contrôle de l'éducation. L'Occident a imposé ses langues et ses systèmes scolaires. Les monarchies du Golfe financent des écoles coraniques qui diffusent une vision rigoriste de l'islam, souvent en conflit avec les pratiques locales plus modérées. Au Soudan, au Tchad, au Niger, ces écoles créent des fractures sociales opposant une jeunesse endoctrinée aux traditions ancestrales. Le Qatar, via sa fondation Qatar Charity, a ainsi financé des dizaines de projets éducatifs en Afrique. Derrière l'aide humanitaire, une stratégie d'influence. 10e mécanisme, attiser les divisions ethniques. L'Occident est excellé dans cette technique. Les monarchies du Golfe la maîtrisent tout autant. En Somalie, les Émirats arabes unis soutiennent le Somaliland séparatiste, affaiblissant le gouvernement central de Mogadiscio et créant des tensions avec l'Éthiopie. Au Soudan, ils exploitent la fracture entre les populations arabisées de teint plus clair du centre et les communautés noires du Darfour, attisant une guerre qui n'aurait jamais dû prendre une telle ampleur. 11e mécanisme, la diplomatie coercitive. La diplomatie coercitive ou l'art de menacer tout en promettant. L'Occident a utilisé la carotte et le bâton. Les monarchies du Golfe, avec leurs milliards de dollars de fonds souverains, pratiquent la même méthode. Un investissement, une aide, une infrastructure, oui, mais à condition de soutenir leurs protégés, de voter avec eux aux instances internationales, de fermer les yeux sur leurs exactions. Refuser, c'est risquer de se voir couper les vivres ou de devenir la cible de leur machine médiatique. 12e mécanisme, utiliser l'aide humanitaire comme arme politique. L'Occident l'a fait, le Qatar et les Émirats le font. A dit que ces deux impérialismes, ils apprennent l'un de l'autre au fait. Les méthodes qui marchent avec l'autre et l'autre ils prennent et puis ils le mettent en pratique. L'aide devient un levier pour gagner des alliés, pour pénétrer des zones stratégiques, pour promouvoir une image vertueuse qui masque les opérations militaires parallèles. En Somalie, au Soudan, au Mali, les ONG qataris ou émiratis sont parfois accusés de servir de couverture à des activités de renseignement.
13e mécanisme, l'effacement des cultures locales. L'Occident a imposé le français ou l'anglais, le monde arabo-musulman a imposé l'arabe. En Mauritanie, des villages noirs ont été renommés avec des noms arabes, effaçant des siècles d'histoire. Les langues africaines sont marginalisées. Les traditions spirituelles sont diabolisées. L'identité arabe devient la seule identité légitime au détriment de la diversité africaine. 14e mécanisme, la recolonisation, je vais y arriver, la recolonisation économique. Les fonds souverains du Golfe ont investi près de 179 milliards de dollars en Afrique entre 2012 et 2025, ciblant les secteurs stratégiques, ports, mines, télécommunications, énergie. L'objectif n'est pas le développement africain, c'est le contrôle des infrastructures, la captation des ressources, l'influence politique. Les mêmes logiques néocoloniales que dénoncent les pays africains, mais avec des acteurs arabes, au fait, cette fois-ci. Enfin, 15e mécanisme, la manipulation religieuse pour légitimer l'expansion. L'Occident avait le même destin manifeste ou la mission civilisatrice. Quant au monde arabo-musulman, elle a le djihad. Il a le djihad, je veux dire. Ou plutôt l'instrumentalisation politique du djihad. Présenter des guerres d'influence comme des guerres de foi permet de mobiliser, de justifier l'injustifiable et surtout d'empêcher toute critique. Qui est-ce qui oserait dénoncer une guerre sainte? Voilà donc 15 mécanismes, 15 points où les deux impérialismes se ressemblent. 15 violences infligées à l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui. Mais il y a un point sur lequel nous n'avons pas encore insisté. Un point où ces deux impérialismes ne s'affrontent pas, mais s'allient. Si un seul conflit devrait résumer la convergence fatale entre impérialisme occidental et impérialisme arabo-musulman, ce serait la guerre en Libye. Mouammar Kadhafi est au pouvoir depuis 42 ans. Détesté par les puissances occidentales pour ses prises de position anti-impérialistes et par certaines monarchies du Golfe pour ses rivalités panarabes, pourtant paradoxalement, il maintenait un certain équilibre. Quand les révoltes éclatent, une coalition improbable se forme. D'un côté, nous avons la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. De l'autre, le Qatar, et ils coordonnent leurs efforts et leurs actions. Dès avril 2011, des documents secrets révélés par Libération montrent que la France aurait négocié avec le Conseil national de transition CNT un accord. 35% du pétrole brut libyen en échange de son soutien total et permanent. Ce qui veut dire que ce n'était pas pour le peuple, pour libérer le peuple libyen, pour la démocratie, non, c'était pour le pétrole. Pendant ce temps, le Qatar déploie des centaines de soldats aux côtés des rebelles, fournit des armes, agit comme le banquier de l'insurrection. Un officiel occidental cité par le Times résume l'état d'esprit. We need to reinforce military pressure. The Qataris are doing what needs to be done. Besoin de renforcer la pression militaire, les Qataris s'en chargent. Ils font ce qui doit être fait. Mais une fois Kadhafi éliminé, que reste-t-il? Il ne reste qu'un vide. Un vide que les puissances régionales se précipitent pour remplir. La Libye se fracture en deux. À l'est, le maréchal Haftar, soutenu par les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Russie.
À l'ouest, le gouvernement d'union nationale GNA, soutenu par la Turquie, le Qatar et l'Italie. En 2020, la Turquie intervient militairement pour sauver Tripoli, déployant des drones Bayraktar et des conseillers. Mais quel intérêt pour Ankara? D'abord, l'accord maritime de 2019 qui lui offre une zone économique exclusive en Méditerranée orientale. Ensuite, une base militaire stratégique. Ce n'est pas non plus pour le peuple libyen, c'est pour les intérêts stratégiques au fait. Mais le pire reste à venir, car le chaos libyen ne reste pas en Libye. Kadhafi arrêté et tué. Les arsenaux de Kadhafi sont pillés. Des flots d'armes légères, missiles sol-air, explosifs, mitrailleuses, s'écoulent à travers les frontières poreuses du Sahel. Des centaines de combattants touaregs, mercenaires au service de Kadhafi, et aussi des soldats terroristes du djihad, regagnent le nord du Mali. Ils apportent avec eux expérience militaire, le matériel et rejoignent des groupes terroristes djihadistes au nord. Résultat, le nord du Mali tombe en 2012. La France intervient militairement en 2013, opération Serval puis Barkhane, mais le mal est fait. Le djihadisme s'étend au Burkina Faso, au Niger, au Tchad. Des milliers de civils tués, des millions de déplacés. Il faut dire que la France a joué le rôle du pompier pyromane, puisque c'est le feu qu'ils ont attisé en Libye qui décide de venir éteindre au nord du Mali. D'ailleurs, un haut responsable militaire français le reconnaît. L'essentiel des flux logistiques en hommes et armes qui alimentent les groupes terroristes implantés au Sahel part du sud de la Libye. La Libye n'est donc pas une simple guerre civile. C'est l'incubateur du terrorisme sahélien. Et cet incubateur, ce sont les puissances occidentales et arabes réunies qui l'ont allumé. Nous arrivons à la question qui fâche. Pourquoi ce tabou? Pourquoi peut-on tout dire sur l'impérialisme occidental, mais rien ou si peu sur l'impérialisme arabo-musulman? La critique de l'Occident est légitime, tout comme la critique de l'impérialisme arabo-musulman. Des critiques nécessaires et heureusement de plus en plus audibles côté occidental. Mais elles créent parfois aussi un angle mort, car on ne regarde qu'un seul côté. Tidiane Ndiaye avance plusieurs explications à cela. Premièrement, le tabou religieux. Dans un monde arabo-musulman où l'islam est souvent instrumentalisé par les pouvoirs en place, critiquer l'histoire de l'esclavage ou de la conquête revient à critiquer la religion elle-même. Or, dans ces sociétés, la critique religieuse est réprimée, voire mortelle. Deuxièmement, le syndrome de Stockholm à l'africaine. Selon Ndiaye, les élites africaines islamisées et arabisées se sont identifiées à leurs anciens oppresseurs. Elles parlent arabe, pris en arabe, se définissent souvent comme arabes plutôt qu'africains. Dès lors, comment critiquer sa propre identité? Troisièmement, le silence des puissances occidentales. La logique est mieux que les pays occidentaux disent aussi « Non, mais ce n'est pas nous seuls, hein, ils sont aussi dedans, hein, voilà, attaquez-vous à eux aussi. » Mais pourquoi ils ne le font pas? Le silence complice des puissances occidentales. Pourquoi la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis ne dénoncent-ils pas les crimes arabes alors qu'ils ont besoin C'est parce qu'ils ont besoin des monarchies arabes pour le pétrole, les ventes d'armes et les bases militaires. Quatrièmement, la peur de l'amalgame. Défendre les droits des Noirs africains face au racisme
arabe, c'est risquer d'être traité d'islamophobe dans un contexte occidental marqué par la montée de l'islamophobie. Beaucoup préfèrent alors se taire pour ne pas alimenter les discours haineux. Mais ce silence, à force de précaution, devient une complicité. Et les victimes, elles, continuent de mourir au Darfour, au Sahel, en Mauritanie, en Libye. Se taire sur les crimes arabes ce n'est pas lutter contre l'islamophobie. C'est abandonner les Noirs d'Afrique à leurs bourreaux. L'Afrique n'a pas besoin d'un nouveau protecteur. Elle n'a pas besoin de choisir entre l'impérialisme occidental et l'impérialisme arabo-musulman. L'Afrique a besoin de dénoncer tous ses oppresseurs, d'où qu'ils viennent, avec la même force, la même rigueur, la même exigence de justice. L'Union africaine doit sortir de sa diplomatie du silence. Les pays africains doivent exiger des comptes, pas seulement à Paris, Londres ou Washington, mais aussi à Riyad, Abu Dhabi, Doha et Ankara, ainsi de suite. Comme le disait Thomas Sankara, il faut oser inventer l'avenir. La première des décolonisations, c'est celle des esprits. Cesser de regarder l'Occident comme l'unique ennemi, cesser de voir le monde arabe comme un allié naturel et reconnaître que la domination, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion, est toujours une domination. Le silence sur les crimes du monde arabe n'est pas une protection, c'est une complicité. Et l'Afrique ne sera vraiment libre que lorsque toutes ces chaînes, visibles ou invisibles, auront été brisées. L'Afrique mérite mieux que des maîtres. L'Afrique mérite d'être libre et souveraine. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la petite cloche. Et je vous reprends pour le prochain épisode. Ciao!